Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Guy de la Casinière. Jean-Guy, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Bon, je ne me suis pas trompé pour le prénom. Hein. Non, Casinière. Ta fourche n'a pas langué. Ok. Pour tous ceux et celles qui vont suivre cette émission, je vous invite d'ores et déjà à aller jeter un coup d'œil sur le site de Jean-Guy. Voici comment il se nomme, www.ovoia.com. Ovoia que je vous appelle, OVOIA.com. De toute façon, toutes les informations concernant cette émission, sur ce que vous propose Jean-Guy, vous pouvez les retrouver sur l'article qui lui est consacré. Pour ce faire, si vous nous regardez sur YouTube, le lien se trouve juste sous la vidéo dans le descriptif. Toutes les informations y sont contenues, à savoir numéro de téléphone, site internet, email, chaîne YouTube, Facebook, la totale. Donc n'hésitez pas à aller encore une fois sur le site d'Immedia. Immedia, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, vous avez bon nombre de compléments d'informations sur le site, baladez-vous, vous avez des petits modules audio, des petites informations qui sont des petites perles que vous ne trouverez pas forcément sur YouTube. Jean-Guy, alors tu es ici pour nous parler de plusieurs choses bien évidemment, je les énumère et puis on va rentrer dans le détail après. Gestalt massage, massage pré- et post-natal, des bols tibétains, l'access bar, et surtout rencontre avec les dauphins et notamment tout ce qui tourne autour de l'apnée. Tu nous viens de Paris, oui. En tout cas tu exerces à Paris, mais aussi dans le 91, dans l'Essonne. Donc pour ceux et celles qui désirent te suivre, c'est pas compliqué d'aller directement sur Paris dans le 91. Mais je dirais peut-être, et ça c'est toi qui vas nous le dire, mais que là où tu consacres le plus ton énergie, c'est tout ce qui a trait à ces voyages, ces fameuses rencontres avec le milieu des dauphins. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, tu as un parcours des plus étonnants, parce que figurez-vous, le hasard fait que, et je suis ravi quelque part de cette rencontre, que tu as été l'un des directeurs de Jean-Luc Delarue avec Réservoir Prod. Oui. Tu l'as suivi au tout début, une fois qu'il a quitté Canal+, pour monter tout ce que l'on connaît des émissions de Jean-Luc. Et il faut savoir, et je vous le dis à vous, parce que lorsque j'ai découvert les premières émissions que faisait Jean-Luc Delarue, ça a été pour moi qui m'intéressait déjà beaucoup à l'être humain, en tout cas au tout début, une sorte de révolution. Il n'existait pas d'émission traitant de l'humain sous cet angle-là, en hissant vers le haut, j'allais dire, les consciences. Alors, on pourrait dire que ça n'a pas été toujours le cas, tout change, tout évolue, des fois pas forcément dans le bon sens, et puis il est arrivé ce qui est arrivé. Bref, en tout cas, je tenais personnellement à te remercier parce que si je me suis aussi intéressé beaucoup à l'humain, si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est grâce notamment, il a mis Jean-Luc, puis toi derrière dans l'ombre, vous avez mis cette petite pierre sur le mur qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc merci à toi et de ce à quoi tu as œuvré. Tu vois, il y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif, il y a toute une palette comme ça qui fait que des fois, il peut arriver des miracles. Jean-Guy, donc tout ça pour nous dire, et pourquoi j'en parle de prime abord, c'est parce que entre l'homme d'affaires, s'il en est, qui s'occupait de la production, de la gestion, de faire en sorte que les émissions marchent, les concepts, comment les appliquer et surtout les réaliser dans le réel pour que ça fasse quelque chose de cohérent avec 200, 300 personnes à diriger à un moment donné, c'est pas rien, c'est pas anodin. Quand je viens d'énumérer les différents sujets que tu proposes aujourd'hui à ceux et celles qui viennent te voir, voilà, il y a un monde là, et puis il y a un fossé entre les deux peut-être. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'aujourd'hui il fasse ce qu'il fait? Et on va, si tu le veux bien, revenir un petit peu sur ce parcours, parce que j'ai l'habitude, pour ceux et celles qui me suivent, et puis pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette émission, d'aborder justement l'humain derrière la casquette du thérapeute, parce que c'est ça qui vous donne le là sur comment le thérapeute utilise l'outil.
Hein, de même qu'il peut y avoir des bons carrossiers, boulangers ou que sais-je, il peut y en avoir des mauvais aussi. Donc la différence, c'est l'humain. On pourra dire que peut-être tu nais dans une famille avec une maman qui a eu une grande influence et en même temps, je dirais que tu as tenu éloigné de toi pendant un bon moment. Frère, sœur, tu étais destiné, si je puis dire, de la part de ton papa surtout, à avoir une carrière d'ingénieur. Tu as fait les études pour, mais tu n'as pas du tout suivi la voie qui se voulait être tracée. Ah oui, ça a été un peu raté en fait, à un certain degré, hein, à un certain point de vue. C'est vrai que je proviens d'une famille qu'on qualifiera de bourgeoise, et j'avais ce père, un pur produit des Trente Glorieuses, qui me destinait au métier d'ingénieur en effet. Ça n'a pas bien marché, puisque j'ai fait des études, j'ai eu un bac scientifique, mais je me suis orienté provisoirement dans des études sur le bois. Et puis le hasard a voulu que, au sortir de mes études, une amie m'appelle et me demande de venir lui donner un coup de main. Et là, je commence une assez longue carrière dans les métiers du spectacle et de la télévision, et je commence en faisant le théâtre d'eau. Je deviens régisseur du théâtre d'eau, un théâtre dont le principe est de considérer la surface de l'eau comme la scène et dessous l'eau les coulisses. Ce qui nous a donné l'occasion dans cette équipe et de cette magnifique troupe de théâtre qu'on pourra qualifier à l'époque de militant expérimental, d'élaborer des systèmes et des techniques qui nous ont permis de faire apparaître des décors, des comédiens de l'eau, et de les faire disparaître aussi. Ce que je trouve génial, ne serait-ce que par rapport à ça, c'est de voir à quel point, et notez bien comment la vie vous tend déjà tous les éléments dont vous avez besoin pour comprendre où est votre place, ou en tout cas les outils avec lesquels vous allez vous amuser. C'est l'importance de l'eau chez toi. Oui. L'eau, c'est quand même la représentation symbolique de la mer et ou de l'inconscient. Oui. Donc voilà, je tenais juste à souligner ça de prime abord parce que c'est un élément fondamental. On parle de la pièce de théâtre et on sait justement à quel point le théâtre grec, avec la notion des personas, les masques que chacun d'entre nous mettons, représente justement les différents visages de l'ego, de cette personnalité qui n'est pas ce que nous sommes. D'ailleurs, quand tu me parles du théâtre d'eau, moi j'entends le théâtre no, japonais, qui est aussi beaucoup... Ce qui n'est pas la même chose. Qui n'est pas la même chose, mais je vois aussi cette notion du masque et de cette personnalité, de l'ego et de ce que l'on est, l'esprit, le spirit, qui est en dessous et qui doit... on va dire jaillir, prendre sa place pleinement en ayant conscience que les différents masques ne sont que des rôles, mais que ce n'est pas ce que nous sommes. Voilà, je note ça parce que quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, je trouve ça quand même comique. Je parlais de l'importance de la maman, on a vu avec le papa. Oui. C'était quoi un peu l'ambiance dans laquelle tu as grandi? Et quand je dis l'ambiance, j'entends les différentes valeurs essentielles que t'ont transmises tes parents, notamment sur peut-être la religion ou la spiritualité, selon leurs croyances. Moi, j'ai un père catholique, pratiquant, je dirais traditionnel, assez paternaliste. Moi, il m'a traîné à la messe jusqu'à 15 ans. À un moment, j'ai dit oh, « stop, on arrête ». Une rébellion salvatrice, je dirais. Et puis, ma mère, c'était autre chose. C'était, du fait de ses problématiques personnelles, a été en recherche très tôt, mais ça, je l'ai découvert plus tard, après son décès. Enfin, pendant le temps où elle a fait sa transition. Et c'est vrai, comme tu l'as noté tout à l'heure, que je l'ai tenue un peu à bout de gaffe, comme je le dis souvent, parce que c'était une mère assez intrusive, avec ce désir de me transmettre tout ce qu'elle avait appris. Elle n'y est pas parvenue de son vivant, mais elle y est parvenue après son décès, ouais. Et assez joliment d'ailleurs.
Les origines de ta mère? Ma mère est argentine pour moitié. Ma grand-mère maternelle est argentine. Est-ce que tu penses que c'est l'influence d'Amérique du Sud ou latine très prégnante pour tout ce qui a trait justement aux différents peuples d'Amérique du Sud? Est-ce que ça a été une des justifications de son caractère très peut-être entre guillemets possessif et notamment à travers le fait de vouloir absolument te communiquer sa vision du monde? Non, je pense pas, parce qu'elle a été extraite d'Argentine assez vite. Et puis elle a reçu une éducation anglaise plutôt, et plutôt je dirais plutôt européenne, française, et plus de religion protestante. D'accord. Donc oui, mais je pense que c'est son désir de régler ses problèmes personnels, en tout cas son mal-être, qui l'a poussé dans une voie, je dirais, un peu décalée. Alors c'est vrai qu'on s'attarde un petit peu sur la maman parce qu'elle va avoir un rôle important. Oui. Et tu viens de refaire juste une petite parenthèse durant la période avant qu'elle passe de l'autre côté qui va être très importante pour toi. Revenons au théâtre d'eau. Ça a été pour toi donc une découverte, ce milieu du théâtre. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait d'être dans le milieu artistique et pourquoi pas peut-être te réorienter sur ce vers quoi te destinaient tes études? Je ne sais pas si j'avais cette conscience-là à l'époque. En tout cas, je me suis laissé embarquer par la vie très tranquillement, opportunité après opportunité. J'ai fait beaucoup de métiers, ça a été très riche, et le théâtre d'eau, ça a été un beau point de départ en tout cas. Oui. Et ça a été le tremplin, puisque j'ai passé 1 an et demi avec eux. Et j'ai fait ensuite tout un tas de métiers différents dans les métiers du spectacle et de la télévision, en commençant par pousser des caisses, à conduire des camions, à monter des décors, à en créer, à faire de la lumière, etc. Jusqu'à devenir ensuite régisseur de spectacle, dans une version plus institutionnelle, je dirais, à un moment donné. Et puis la télévision m'a rattrapé au milieu du chemin. Pour la petite parenthèse, tu as eu l'occasion de faire tout ce qui était de la régie et post-production pour le concert de Jean-Michel Jarre aux États-Unis? Oui, alors ça c'était un assez joli souvenir, où je suis embarqué dans cette affaire. On me demande de faire la relation entre les fournisseurs de matériel d'éclairage qui venaient de finir les Jeux Olympiques de Los Angeles à cette époque. Et puis je me trouve bombardé co-régisseur général au bout de 2 jours sur place, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travail à faire. C'est une longue et très jolie histoire. Ouais, on peut dire que t'as été gâté par la vie, des super belles rencontres avec des avant-gardistes. Jean-Michel Jarre a été pendant longtemps considéré comme un avant-gardiste dans le milieu musical, notamment avec des concerts exceptionnels à chaque fois qu'il a pu faire, que ce soit avec le théâtre d'eau. Est-ce que, de ton point de vue, on peut parler d'amour de ce milieu-là? Quand je dis milieu, j'entends milieu du spectacle, d'être dans les coulisses? Parce que le régisseur, c'est ça, c'est faire en sorte d'aider à ceux qui vont être en lumière, qu'ils le soient et le mieux possible. Oui, c'est ça, je dirais ça, ouais. C'est un peu ce qui ce qui a fondé un peu l'esprit de ma pratique à l'époque. Oui, je suis un mec de l'ombre, un mec des coulisses, et mon travail, ça a été de rendre les choses possibles, parce que les artistes ont de la belle créativité, ils vous embarquent dans des trucs très loin, souvent, et de les rendre possibles. C'est un bon boulot. Et en plus, c'est un beau mécano, je dis souvent. Parce qu'on touche à tout, et de la logistique, et de la nourriture, et des vêtements, et des décors, et de la lumière, et du son, des problèmes juridiques, et j'en passe. Et des humains. Et des humains, bien sûr. Ouais. Là-dessus, on revient dans un contexte qui est celui de Jean-Luc Delarue. Ce dernier est, on va dire, débauché de Canal+. C'est ça. Et avant de monter Réservoir Prod, donc il
par une connaissance que vous avez en commun. Oui. Vous vous rencontrez et tu fais partie dès le début de l'histoire de Réservoir Prod. Oui, pas tout à fait le début, mais je suis rentré à Réservoir Prod 1 an après sa création, en 95. Tu as été donc de cet homme de l'ombre qui a permis à cette incroyable machine de fonctionner et de donner un nouveau ton à la télévision qui ne se faisait pas, et notamment de donner la parole à des gens qui n'avaient jamais la parole à la télévision, qui est grosso modo Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Moi, personnellement, j'ai une émission qui m'a touché particulièrement, c'est celle avec les autistes. Qui m'a bouleversé littéralement, et je découvrais ce qu'était l'autisme à travers cette fenêtre que Jean-Luc réussissait, en tout cas à l'époque, à tirer substantifique moelle, à mettre en lumière vraiment la caractéristique de ce que le monde des autistes pouvait nous permettre de comprendre de nous-mêmes, avant tout. Ça dure combien de temps cette histoire, cette aventure avec Jean-Luc ? Ça dure 5 ans. Au bout de 5 ans, pour la faire simple, tu décides de partir ou t'es remercié, un peu des deux ? Non, je dirais que l'univers organise mon départ et mon bonheur en même temps. Non, j'arrive à un point où je suis un peu à la fin de cette histoire. Jean-Luc est dans d'autres projets et tout s'organise, alors pas forcément dans la douceur, mais mon départ s'organise à ce moment-là. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, j'avais fait un petit peu le tour de ce métier. La position que Jean-Luc me donnait dans l'entreprise avait atteint un peu sa limite. Je pense que Jean-Luc, à ce moment-là, avait besoin d'autres gens autour de lui. Et voilà, je suis parti et c'était bien comme ça. Ouais. Ce qui est intéressant pour voir un petit peu, pas tant l'opposition, mais la différence qu'il y a entre le monde dans lequel tu évolues aujourd'hui et ce monde de l'époque, et ce qui amène à avoir un certain regard sur tous ceux qui bossent dans ce milieu-là, de la télévision, etc., c'est qu'il n'y a pas de... Tu ne te poses pas de questions. C'est-à-dire que tu as quoi ? Tu as 35-40 ans, grosso modo. À ce moment-là, oui. Ouais. Ta vie matérielle est plus que confortable. Tu contribues à mettre en avant une émission qui est intéressante de prime abord. Tu rencontres du beau linge. Le milieu de la télévision peut être, en tout cas à l'époque, parce que là on est dans les années quoi, à peu près. Là on est en 2000. Enfin, au moment de mon départ, on est en 2000. Donc ouais, fin des années 90, 2000. Donc déjà, on peut voir que c'était avant les attentats du 11 septembre qui a été quand même un basculement assez important. Donc la télévision encore était différente. Mais en tout cas, tu ne te poses pas du tout de questions. Pour toi, tu suis un fil comme ça, tout va bien et... c'est pas aussi simple. Enfin, oui, je veux dire, depuis mes débuts au Théâtre d'Eau jusqu'à dis-donc, 99, un an avant que je parte de Réservoir Prod, c'est vrai que la vie m'a gâté. Je suis allé d'opportunité en opportunité. Ça a été une expérience très riche, avec des ups et des downs, bien sûr. Mais oui, je suis embarqué dans la vie, je me pose pas de questions, mes salaires vont bien, je rencontre ma femme, etc. Enfin, j'ai tout bon à la recette du bonheur, si on peut dire. Hein, j'ai une belle situation, je gagne beaucoup d'argent, j'ai une grosse voiture, une belle baraque, j'ai un chien, j'ai 2 beaux enfants avec ma femme. J'ai une position très enviable, en effet. Et pourtant, il y a un truc derrière qui ne va pas. Quoi ? Est-ce que tu arrives à identifier ? Pas tout de suite. En tout cas, il y a un truc qui est très présent, c'est que je commence à être mal dans mon métier. Mon rôle à Réservoir Prod prend une tournure qui commence à me déplaire. Je suis à une position de responsabilité. Je fais beaucoup de social, beaucoup de juridique, beaucoup de haute finance. Jean-Luc a des projets qui m'embarquent, j'ai envie de dire, dans mon niveau d'incompétence, et c'est là où je lui dis peut-être que tu as besoin d'une personne d'autre que moi, ou en tout cas de renforcer l'équipe pour qu'on puisse t'accompagner proprement. Et donc il y a à la fois le fait que j'ai un peu fait le tour de ce métier,
le fait que j'ai une position qui m'a sorti de mon cœur de métier, qui me provoque plus suffisamment de plaisir à travailler. Moralement, je trouve que je fais des choses qui sont très discutables. Et donc je me laisse embarquer dans le départ. Il y a une espèce de cabale qui se montre contre moi à ce moment-là, et je la laisse s'opérer parce que je crois que c'est mon chemin, c'était mon chemin à l'époque. Peut-être j'en avais pas conscience, c'est vrai. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à consulter en psychothérapie. Et ça a contribué à mettre de la lumière, en tout cas à m'éveiller à des questions fondamentales. Est-ce que justement tu envisages un tant soit peu ce que tu vas pouvoir faire une fois l'histoire ou l'aventure Réservoir Prod sera terminée? Pas une seconde. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Mais d'un autre côté, tu as toujours mené ta vie comme ça, et puis tu parlais d'opportunités, des choses qui s'ouvrent à certains moments, donc ouais. On va dire que tu fais confiance? Non, puis je suis à un moment... Non, je dirais pas que je fais confiance, mais en tout cas, j'ai pas le choix. Non, faire confiance serait un peu fort. Je me laisse faire. Et je me laisse embarquer dans cette transition où je réinvestis le territoire de la maison, où je retrouve mes enfants, parce que je suis un cadre supérieur, hein, donc j'ai l'horaire standard du cadre supérieur, donc je les vois pas beaucoup à ce moment-là. Donc c'était assez plaisant de sortir de l'ambiance du milieu de l'audiovisuel et de revenir à certains fondamentaux. Oui. Alors justement, c'est comment de quitter un emploi du temps de cadre dirigeant avec retour à la maison, femme, enfant, quand on pense qu'il y en a certains justement qui ont une certaine forme d'hantise, arriver à la retraite parce que ils vont changer du tout au tout, ils vont devoir apprendre à vivre avec leur femme s'ils en ont une, ou leur mari, ou leurs enfants, que sais-je. Donc trouver d'autres centres d'intérêt, ça peut être aussi important, le sentiment de peut-être que ouais, on est sur des sables mouvants, qu'on est en train de couler sans, entre guillemets, vraiment s'en rendre compte. Je parle pour, encore une fois, l'exemple de ceux qui arrivent à la retraite. Pour ton cas précis, le fait de retrouver femme et enfants, comment se passe ce retour à une vie de famille? Dans un tout premier temps, c'est super plaisant. C'est vraiment agréable d'avoir du temps de se reposer, de faire tous les trucs que tu n'as pas fait depuis si longtemps, de se remettre à bricoler dans la maison, de repartir en vacances un peu, enfin, d'avoir du temps. Et puis tout petit à petit, la question de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais gagner mon argent maintenant, quel métier je vais faire, commence à se poser. Et ça, sous le regard de ma femme, qui me voit à la maison, et elle n'a pas cette habitude. Je réinvestis un territoire qui lui appartient, en fait. Et là, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à ajuster. On a de la place, c'est vrai, on a une grande maison, mais là, c'est un moment pas facile. Et comme je suis dans cette indécision et cette recherche, je tombe tout doucement à ressasser ce questionnement, à me demander ce qui se passe. Alors matériellement, je ne suis pas trop inquiet parce que j'ai encore à ce moment-là des réserves. Mais la question de qu'est-ce que je vais faire et est-ce que je vais retrouver ce plaisir et ce feu que j'avais en faisant ces métiers d'audiovisuel, ça c'est une question qui commence à me tarauder très sérieusement. Alors je finis par monter une petite société, je veux faire du conseil en audiovisuel, enfin j'ai du mal à débrancher avec l'audiovisuel. Je finis par faire de la production exécutive pendant quelques temps, parce que j'ai un client qui m'accompagne et qui m'aide à vivre. Mais petit à petit, les choses s'organisent pour que je me détache plus en plus de ce métier. Mon niveau de vie en prend un coup sur le carafon, sérieusement. Donc je dois baisser mon niveau de vie. Donc il y a toute cette remise en question qui a été assez difficile à processer, ouais, je dois dire. Donc tu parlais d'un psy au moment où tu quittes Réservoir Prod. Oui. Est-ce que là, dans ton entourage ou de ta propre volonté, est-ce que tu vois quelqu'un, voire des thérapeutes, au regard de la situation que tu viens de nous décrire en dernière instance? Non, pas immédiatement. En fait, la situation va se dégrader petit à petit.
En 2005, ma femme et moi envisageons de nous séparer. C'est un processus qui va durer 2 ans. Je suis mal, je me sens pas bien, mais je me sens pas appelé, pas dans le besoin de consulter, pas à ce moment-là. Et puis arrive en 2007 la conclusion de mon divorce, ma mère décède, et là je tombe en dépression assez profondément. Ouais. Et là je vais consulter. Alors juste avant le départ de ta mère, oui. Donc tu nous le disais un peu en début d'émission, tu as fait en sorte de maintenir un peu au loin, à distance, une mère assez possessive qui voulait t'influencer ou en tout cas t'orienter, peut-être un peu comme les mamas souhaitent pour leurs enfants, les préserver de certaines choses ou leur enseigner certaines choses pour leur bien-être, pourrait-on penser. Là, il s'avère que ta mère a un cancer et que se sachant de toute façon amenée à partir de l'autre côté, elle décide de passer une dernière semaine chez elle, entourée des gens qui lui sont proches. Et oui. C'est là où, quelque part, tu renoues avec elle. Oui, même avant ça, mais c'est vrai que cette semaine a été extrêmement riche, émouvante. Ça a été vraiment la plus belle leçon d'amour que j'ai reçue de ma vie, et d'elle, en tout cas. Et tout ce qu'elle souhaitait me transmettre, nous transmettre, parce que j'ai 2 frères et une sœur, elle a fini par parvenir à me le transmettre, mais post-mortem. Mais cette semaine qui a précédé sa mort a été tellement lumineux comment dire, elle a vraiment réussi à ressouder la famille, à recréer du lien et de la profondeur dans la relation que nous avions entre nous tous. Et ça a été vraiment un très très joli moment, son départ. Est-ce que tu réalises que en fait tu ne vas plus voir ta mère et que est-ce que le fait de cette situation t'amène à un questionnement sur peut-être l'essence de ce qu'est la vie, la mort, des questions philosophiques importantes? Est-ce que tu as ce genre de réflexion ou pas vraiment? Pas encore. Et là, elle a déjà commencé le travail avec moi. Hein. Elle m'embarque dans son truc tout doucement. Et mon mal-être profond qui va se matérialiser par ma chute en dépression un peu plus tard, là, les questions vont venir. Vraiment. Et c'est la dépression qui, moi, va me permettre de faire un reboot, une remise à zéro très profonde et de pouvoir repartir ensuite. Ta mère te recommande la lecture de 5 ouvrages. Ah oui. Tu veux que je te raconte ça? C'est pas tant le fait que tu me le racontes que j'aimerais que tu nous dises déjà quels sont les 5 ouvrages, parce que c'est pas anodin, elle te les dit dans un ordre bien précis, et vous allez entendre les ouvrages en question qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors je précise qu'elle me les fait dire, puisque ces synchronicités se sont passées après sa mort. Et en fait, je suis à un moment où je me questionne, je suis retourné en thérapie, je trouve que le travail que je fais avec ma psychologue est insuffisant, je cherche autre chose, et puis circonstances veulent, ces fameuses circonstances, veulent que je rencontre une femme qui se considère comme une fille spirituelle de ma mère. Et je l'interroge, je lui dis, je lui demande, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour compléter le travail que j'ai entamé en psychothérapie. Et elle me dit, écoute, tu pourrais faire de la kinésiologie, par exemple, mais pas avec moi, parce que je suis trop proche de ta mère. Et puis, et elle me dit, écoute, je voudrais vraiment te parler de ta maman, parce que elle est très importante pour moi. Et donc, je passe 1 heure avec elle, où elle me raconte sa relation très profonde et très étroite avec ma mère. Et à la fin de cet entretien, elle me dit, Jean-Guy, tu sais, tu devrais aller voir dans la bibliothèque de ta maman. Peut-être, elle est très riche, très fournie, et peut-être tu pourrais lire, dans l'ordre, La prophétie des Andes, Dialogue avec l'ange, et les 3 tomes de Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Et bon, je prends l'information, je dis très bien.
Je ne vais pas voir la bibliothèque de ma mère immédiatement. Et les circonstances, encore elles, me conduisent à rencontrer une autre femme qui me donne le même conseil. Combien de temps après? 1 mois, 2 mois après, à peu près. Et donc, je rencontre cette femme alors que je suis en train de travailler sur un projet où je travaille photographie et texte. Je parle dans ce projet d'amour. Et Agnès, puisque c'est son nom, me raconte son histoire, une histoire extraordinaire. Et à la fin de cet entretien, c'est elle qui me demande « Mais Jean-Guy, c'est quoi ton histoire ?» Donc je lui raconte. Et à ce moment-là, je suis encore dans un état dépressif avancé. Et elle me dit « Tu sais, Jean-Guy, tu devrais lire quelques ouvrages. Je vais te donner une liste. » Et elle me donne cette même liste exactement. La prophétie des Andes, Dialogue avec l'ange, et les tomes de Neale Donald Walsch. Et là, ça a été vraiment une révélation. D'abord de vraiment ressentir et comprendre que c'est ma mère qui était en train de me montrer, de me mettre les pancartes, va là, fais ci, tiens, tu devrais faire ça. Et puis, grâce à tous ces ouvrages que j'ai lus, finalement, parce que je suis allé dans cette bibliothèque 1 mois plus tard, et que je trouve dans cette bibliothèque les 5 ouvrages en question, et d'autres, plein d'autres, et que je trouve aussi le pendule que ma mère, de manière très évidente, voulait me remettre. Donc oui, là ça a été vraiment le point d'une gigantesque prise de conscience et le début d'un chemin et d'une boulimie de lecture incroyable. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle était ta vision de l'après-vie avant de mettre le nez dans tous ces ouvrages. Alors, bien que... Ou du monde invisible. Hein. Oui, alors j'étais assez ouvert en fait. Bien que j'ai été d'une éducation assez mathématique, cartésienne, donc catholique, pratiquante, donc où l'invisible et l'au-delà sont des concepts dont on discute peu. J'allais voir déjà de temps à autre des femmes qui me tiraient les cartes, ce genre de choses. Donc moi, j'étais complètement ouvert à ces idées-là, oui, déjà. Sans m'y être plongé pour autant avant, en tout cas. Ouais. Donc tu lis ces ouvrages et bien d'autres. Oui. Dans quelle mesure, alors que tu es entre guillemets en dépression, que tu suis une psychothérapie, mais la kinésiologie en plus, oui. Dans quelle mesure est-ce que ça te permet de trouver un sens? C'est-à-dire, pour tous ceux et celles qui ont vécu un tant soit peu une dépression, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On voit plus le bout du tunnel, tout nous paraît gris, terne, et c'est pas parce qu'on lit des ouvrages qu'on a de prime abord des réponses à nos questions et la direction qu'on doit suivre. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là, sachant que financièrement ça devient difficile, comme tu viens de le dire, oui. C'est bien après le divorce et la mort de ta mère, 1 an après, bouf. Donc qu'est-ce que tu fais de toutes ces, j'allais dire, cette nourriture pour l'esprit? T'en fais quoi? Qu'est-ce que tu peux en faire d'ailleurs? Tout d'abord, j'aborde un monde que je ne connais pas du tout, avec un nouveau langage, de nouveaux univers, de nouvelles modélisations du monde, un niveau de compréhension auquel je n'avais pas accès jusqu'alors. Et je suis d'abord dans cette boulimie et cette curiosité, de cette envie de connaissance, et qui me nourrit énormément. Et en même temps, au travers de toutes ces lectures et des expériences que je fais au travers de mes expériences thérapeutiques ou mon travail thérapeutique, comment dire ça, ma vie prend du sens petit à petit, tout d'un coup. Et je tire aussi le premier fil d'une pelote qui est absolument gigantesque, qui a une infinité d'extrémités, et à travers toutes ces lectures, je dirais maintenant, en résumé, que je remodélise le monde, je m'en fais une idée complètement autre de l'après-vie, de l'énergie, du monde invisible, et j'en passe, enfin, tous ces sujets-là, quoi. Donc ça me met en joie, d'une part, ça donne du sens, et ça me donne une direction. Alors, ce qui est intéressant, puisque tu parles de direction,
c'est que tu t'essayes à créer ta boîte ou une petite boîte, enfin bref, d'essayer différents projets. Oui. Tu vas auprès des banques pour justement te lancer, avoir un fonds de caisse, un fonds de roulement, et tu fais 14, 15 banques ? 14. 14. Et la réponse est non. Vous êtes dangereux. Vous n'êtes pas solvable. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je finis par épuiser mes réserves petit à petit. Je me retrouve dans des difficultés financières diverses et variées. Mais ça, c'est l'histoire de l'intermittent du spectacle. Donc j'étais assez coutumier du fait, mais là, ça commençait à prendre des proportions assez dramatiques. Et donc, j'apprends un nouveau et énième métier, qui est l'adaptation de produits audiovisuels de langue anglaise, que je traduis pour le doublage. Et donc j'arrive avec ce beau et tout frais nouveau métier, et puis je vais voir les banques, je dis messieurs, mesdames, j'ai besoin d'un petit peu de trésorerie. Et je fais effectivement 14 établissements, et je me fais jeter partout. Et on me dit, monsieur de la Casinière, vous n'êtes pas fiable, vous êtes dangereux d'un point de vue bancaire, donc on ne vous prend pas, on ne vous prête rien. Alors que je leur propose de mettre l'appartement que je possède à 100% en garantie hypothécaire. Donc ils finissent par m'agacer un peu. Et je me souviendrai assez longtemps de ce moment où je sors de cet établissement de courtier en crédit, c'est à Corbeil-Essonnes, on est un mardi matin, je sors sur le trottoir, et là je décide de tout vendre ce que je possède. Et ça a été le point de départ d'un moment de fluidité absolument extraordinaire. Parce que tout se passe facilement. Et je finis par réduire ma vie à 3 valises, une valise de fringues, une caisse d'appareil photo, mon sac de plongée, et je pars m'installer à Bali. Pourquoi Bali ? Ah, ça c'est une histoire. Bon, il s'est trouvé que je suis allé à Bali quelque temps avant en vacances, comme un bon touriste de base, que j'y ai passé 15 jours, et que j'ai trouvé, dans ce contexte-là, cet endroit absolument merveilleux et cool, et c'est le premier truc qui m'est venu. Ouais. Je n'ai pas trop réfléchi en fait. Un petit coucou à Aurélien qui se trouve à Bali justement. Aurélien, si tu nous écoutes. Donc tu vas vivre là-bas. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'occasion de renouer avec la mer, oui. Les dauphins. Oui. Tu y vas avec ton frère. Oui. Notamment, là aussi une histoire à côté de l'histoire ou dans l'histoire, mais bon, sans rentrer dans le détail. En tout cas, ça a été pour toi l'occasion de prendre un premier contact, de brancher un premier fil avec le monde des dauphins, et notamment de l'apnée. Oui. Oui, ça a été une double connexion à cette période-là. En fait, si on fait la chronologie, ma première rencontre avec les dauphins s'est faite au travers d'un livre, encore un, qui était le livre de Patrice Van Hersel qui s'appelle Le 5e rêve. Et ce livre qui a été un bouleversement pour moi et qui est d'une richesse incroyable et d'une grande profondeur, qui raconte tout le mouvement delphinien à l'époque, et qui donne le titre à son livre, qui est cette légende amérindienne, qui est une métaphore de l'évolution qui est absolument sublime. Et quand je lis ce livre, je ne mesure absolument pas à quel point il va être important dans ma vie. Et puis quand je suis à Bali, je suis effectivement avec mon frère là-bas, mon frère qui a quelques compétences aquatiques, lui aussi, et il est sollicité pour organiser l'entraînement d'un apnéiste belge pour le préparer au championnat du monde qui s'approche. Et donc nous organisons cet entraînement dans un petit village qui s'appelle Lovina, au nord de Bali. Et il faut savoir qu'à Lovina, tous les matins, il y a des quantités et des quantités de dauphins, des stènels, des spinner dolphins, qui traversent la baie. C'est une attraction touristique d'ailleurs. Et donc, très naïvement, je me dis, tiens, j'ai des dauphins qui passent, j'ai mon frère qui s'entraîne avec ce champion d'apnée, pourquoi pas ne provoquer, ou en tout cas essayer de créer la rencontre avec les dauphins à cette occasion. Donc à chaque entraînement que nous faisons quotidiennement,
J'ai mon frère et ce champion qui s'entraîne, Hervé qui s'occupe de la sécurité. Et moi, je suis à la surface de l'eau, très naïvement, en train de sonner un bol tibétain, en me disant, tiens, les dauphins vont être attirés par ce son. Ça parce que dans le 5e rêve, il est raconté une partie des expériences que fait cet homme qui s'appelle Jim Nolman, qui a joué de la musique avec les orques, avec des loups et avec un volatile, je ne me rappelle plus, le nom m'échappe, bon, bref. Donc un expérimentateur assez barré, et il a créé un truc qui s'appelle le waterphone, et il a fait du jazz avec les orques. L'histoire est absolument incroyable. Donc moi, je ne sais pas jouer de musique, je suis formé au bol tibétain, je prends mes bols et je vais sonner. Donc la rencontre n'a pas eu lieu. J'ai vécu ça un peu comme un échec, mais en même temps avec ce truc un peu bricolé, un peu naïf, qui fait bon voilà, il y a un truc qui s'est passé, j'ai vu les dauphins passer dans la baie, et puis je repars avec ça. Et puis quelques temps plus tard, je rentre en France, et encore une synchronicité assez delphinienne se produit, puisque je viens de rentrer chez moi, je suis chez mon père. La première chose que je fais, c'est que j'ouvre mon ordinateur, je l'allume, je le branche à Internet, je me mets sur ma page Facebook, et que vois-je ? Voyage de la rencontre avec les dauphins avec Patrice Van Hersel. C'est pas mal. C'est énorme. C'est pas mal, hein ? Voyage dans la mer Rouge ? Ouais. Voyage en mer Rouge. Ouais, magnifique, hein ? En novembre 2012. Et là, c'est une émotion incroyable, une expérience absolument formidable, accompagnée par Patrice Van Hersel, qui est quand même un sacré bonhomme. C'est clair. Patrice, si tu nous écoutes. Vraiment, je découvre la mer Rouge, qui est quand même la plus belle mer du monde. Ce que disait Cousteau. D'un point de vue plongée. Biodiversité et autres. Ouais, c'est absolument somptueux. Je découvre ce lagon en pleine mer, le lagon de Sataya. Et puis je découvre la possibilité de nager avec les dauphins, dans l'eau, avec eux, de pouvoir plonger mon regard en eux, de pouvoir danser avec eux, de nager avec eux, de jouer. Et ça, c'est gigantesque. Donc je vis une semaine émotionnellement extrêmement forte, d'autant plus forte que je suis venu à ce voyage avec mon frère, avec les cendres, une partie des cendres de Jackie Beffroy, qui est le créateur du théâtre d'eau. Et pour moi, il y avait une boucle qui se bouclait là. Carrément. Et le signal était monumental. Et au bout de 2 jours sur ce bateau, je dis, je veux faire ça. Je ne peux pas faire autre chose que ça. C'est trop bien. C'est trop magique, c'est trop merveilleux. Tu nous expliques comment il est possible que, de prime abord, alors que ce monde, cet univers... près de cétacés, de la mer, de tout ce qui peut graviter autour. De prime abord, de ce que tu nous en as dit, était plus ou moins inconnu. Tu nous as dit qu'il te restait 3 valises, avec notamment une valise avec ton matériel d'apnée, ou en tout cas pour plonger. Oui. De plonger. C'était quoi ton rapport à la mer avant l'épisode que tu nous décris ? Moi, je suis né au Brésil. Hein, c'est mon père qui m'a mis dans l'eau tout petit à m'apprendre la chasse sous-marine au Brésil. Et puis toutes mes vacances, tous les étés, on barbotait dans l'eau. Donc j'ai eu ce lien, enfin j'ai toujours été très à l'aise dans l'eau. Et puis il y a eu ce premier boulot dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le théâtre d'eau, qui m'a très fortement connecté à l'eau. Le fait que mon frère prenne un peu le relais aussi dans le théâtre d'eau beaucoup plus tard, pour développer ses techniques dans un cadre tout autre qui était celui de l'industrie du spectacle à Las Vegas et à Macao, et de voir des machines absolument gigantesques, et de voir comment le théâtre d'eau était venu et à quel point. Donc l'eau, enfin pour répondre à ta question, l'eau ça n'a jamais été un problème pour moi. C'est plutôt un élément dans lequel je me suis toujours senti très très à l'aise. J'ai toujours plongé autant que j'ai pu. Je me pose pas la question, en fait, je suis bien là, c'est tout. Et est-ce que tu as conscience de ce que ça implique
pour si voilà, c'est ce que je veux faire. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Ça se décrirait comment ce que tu veux faire? Quand tu te dis voilà, c'est ça que je veux faire. Mais tu veux faire quoi? Là, au moment où je dis ça, je suis connecté à toute l'émotion qui est en moi, cette joie, cet émerveillement incroyable, accompagné par des personnes formidables. Et je me pose pas de la question de comment je vais le faire. Je suis pas du tout là, mais pas un instant. Je dis je veux faire ça. Alors évidemment, tu peux regarder ça. Ok, je suis le mec bronzé qui va en mer Rouge toutes les semaines avec des groupes essentiellement féminins parce que c'est toujours comme ça. Et hélas, les messieurs, venez, je vous en prie. Non, je me pose pas la question de comment on fait ça, pas du tout. Mais les circonstances vont s'organiser pour que je finisse par le faire, ouais. Et c'est quoi les circonstances? Et quand je dis c'est quoi, c'est-à-dire les différentes étapes, qu'est-ce que ça implique de savoir faire, ou pas d'ailleurs, pour toucher ton état d'être? Parce que ça, c'est super intéressant que tu nous aies dit ça, en fait, quand tu dis c'est ça que je veux faire, c'est pas tant le fait de faire quelque chose dans la matière, c'est retrouver cet état émotionnel ou ce sentiment de plénitude qui t'envahit à ce moment-là, de ce bonheur, cette harmonie qui te fait te sentir vivant, en fait. C'est surtout ça. Oui. Alors concrètement, ça implique quoi à réaliser dans la matière pour arriver à ça? C'est un simple fait d'organisation, en fait. On en a parlé tout à l'heure. Quand je me présente comme thérapeute, je dis souvent que je me mets sous la définition qu'en fait Jean-Yves Leloup dans un livre qui s'appelle « Cheminer vers le sacré », où il rappelle que la racine grecque thérapeutes veut dire prendre soin. Et qu'est-ce que c'est prendre soin? C'est organiser les circonstances qui vont permettre le mieux-être. Chez Access Consciousness, on dit facilitateur. On ne dit pas thérapeute, ça nous est interdit d'ailleurs. Et j'aime bien cette idée. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ma toute-puissance, je ne vais pas te sauver, parce que je ne sauverai personne. Chacun se sauve lui-même. Et ce qui se passe sur ce bateau, c'est cette chimie entre la mer Rouge, l'élément eau, effectivement, qui est très important, la présence des dauphins, le travail avec un groupe, le contexte, tout cet ensemble, et le travail que nous proposons sur le bateau, fait que nous sommes touchés par la vibration des dauphins. Alors je peux te l'expliquer maintenant, sur le moment, non. Mais les circonstances vont m'amener à pouvoir rassembler tous les ingrédients de cette très jolie recette petit à petit. Et ça va commencer par l'apnée. Alors, puisque là tu me soumets et tu me tends la perche, qu'est-ce qui se passe avec les dauphins, avec le recul maintenant? Alors maintenant, les dauphins, on peut commencer par les regarder et constater avec moi, très simplement, ils n'ont pas de bras, pas de jambes, pas de pieds, pas de mains. Ils ne fabriquent rien. Pas de brosse à dents, pas de téléphone portable, pas de bagnole. Donc qu'est-ce que font les dauphins? Ils sont ensemble, ils sont en groupe. Ils sont des êtres grégaires, ils vivent en apesanteur et ils ne font que ça. Et c'est ça qu'ils nous apprennent. Fondamentalement, c'est ça. Après, on pourrait regarder sur la façon dont leur cerveau est constitué et la façon dont il a évolué, parce qu'il est très proche du nôtre, sauf qu'il a une spécificité qui est cette partie qu'on appelle le cerveau paralimbique, qui regroupe les centres moteurs et sensitifs. Ce qui fait que les dauphins sont des champions, de l'intégration et de l'association. C'est-à-dire que leur langage sensoriel est complet. Ils émettent un son, il a une couleur, il a une texture, il a une odeur, etc. Et quand j'émets un son, je suis dauphin et j'émets un son, je décris un geste. Donc comme ils ont ce sonar, qui sont par ailleurs un outil qui est pour eux d'abord celui qui les aide à chasser et de repérer leur proie, leur congénère, de se repérer dans l'espace, mais c'est aussi un formidable organe avec leur capacité cérébrale de communication. Et nous, les hommes qui avons défini tout un tas de critères objectifs, ou soi-disant objectifs, pour définir l'intelligence, alors il y a ce truc qui s'appelle le coefficient d'encéphalisation, donc qui nous place bien au premier des intelligences, puis ensuite il y a le dauphin, en deux. Mais pour moi, ce que je vis avec les dauphins,
c'est de l'intelligence pure. Moi, je les considère comme des êtres extrêmement avancés. Et la première preuve que j'ai, c'est qu'ils sont ensemble, ils savent vivre ensemble, en paix, et ils ne détruisent pas leur environnement. Rien que ça me suffit. Après, je crois aujourd'hui qu'ils communiquent par hologramme, donc d'une manière extrêmement riche et complexe. Ils ont un langage très sophistiqué que nous n'avons pas pu déchiffrer, tout intelligents que nous sommes. Ils sont dans une bande de fréquences extrêmement large. Et puis, ils émettent des fréquences dans lesquelles nous baignons quand nous sommes à leur côté. Et ils émettent de la fréquence θ, de la fréquence de méditation profonde, qui nous reconnecte à notre enfance, puisque la fréquence θ, nous l'émettons entre 2 et 6 ans. Donc c'est vraiment, on a la complète, si j'ose dire. On est dans l'eau. On est dans le liquide amniotique terrestre, qui nous constitue, je le rappelle, à 70%. Nous sommes faits de flotte, de vide et de flotte. On est chez maman. Quand je plonge, qu'est-ce que je fais? Je meurs et je renais. Quand je suis au fond, je suis sous pression. Je ne peux pas respirer. Il fait noir. Je souffre et je remonte. Et c'est dur. Et je rampe. Et je suis en contraction parce que mon envie de respirer augmente de plus en plus. Alors la lumière s'approche. Et soudain, je crève la surface. Je peux respirer et je vois la lumière. Si ça, c'est pas une renaissance, je ne sais pas ce que c'est. Et les dauphins nous accompagnent là-dedans. Est-ce que, tu me disais hors antenne que ce qui est intéressant aussi avec les dauphins, c'est que leur perception de nos corps fait que ils peuvent voir aussi tous nos dysfonctionnements énergétiques, si on est malade, si on a un organe qui est perturbé, etc. Oui. Alors je sais par exemple qu'il y a les chats qui voient ça aussi chez nous, et les chats, surtout ceux qui sont dans notre intimité, vont se poser à certains endroits pour pomper, capter l'énergie qui est en disharmonie pour réguler à nouveau le circuit en question. Est-ce que les dauphins ont cette même approche vis-à-vis de l'humain? Parce que pourquoi est-ce que les dauphins sont à ce point-là proches des humains? Pourquoi est-ce que les dauphins ont sauvé des êtres humains de la noyade? Pourquoi est-ce que ces derniers viennent à nous? Et peut-être pas tout le temps d'ailleurs, ça sera un deuxième point que j'aborderai avec toi. Mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner de prime abord, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas sur nous-mêmes, que ça soit physiquement, énergétiquement ou que sais-je? D'après toi. D'après moi, oui, on constate, comme tu viens de le dire, qu'effectivement, les dauphins ne sont jamais agressifs envers l'humain et agressifs avec absolument personne, sinon avec les espèces dont ils se nourrissent, évidemment, mais sinon ils agressent personne. Le phénomène des dauphins ambassadeurs qui viennent rechercher le contact de l'humain de manière isolée, qui viennent au bord des plages. Il y a cette histoire avec Frédéric Pichard que je connais, qui est absolument formidable, où on voit qu'elle peut, correspondre télépathiquement avec les dauphins. Donc oui, les dauphins prouvent avec régularité leur intérêt à l'humanité et leur empathie envers eux, leur espèce, les autres espèces et nous. Ils ont sauvé Igor Tcharkovsky, qui est cet homme qui a organisé par la suite des accouchements dans l'eau, en présence des dauphins sauvages. Il y a cette histoire avec John Lilly, ce fameux chercheur des années 70-80, qui, dans un caisson sensoriel, en présence d'une dauphine, donc le caisson sensoriel est proche d'un bassin où se trouve une dauphine. Le seul lien qu'il a avec l'extérieur, c'est le son qui se produit dans ce bassin. Il est en méditation extrêmement profonde, et à un moment donné, cette dauphine lui envoie un son qui lui provoque un éveil, en tout cas une vague d'énergie à l'intérieur de son corps, qui commence par les pieds, qui le traverse jusqu'en haut de la tête. Il décrit le fait qu'il a été touché dans toutes ses cellules, une par une. Et il décrit ça comme un moment de jouissance extrême qu'on pourrait comparer à ce qui est décrit quand on vit une montée de Kundalini, et un moment d'éveil gigantesque.
Donc, moi, je crois dans le pouvoir des dauphins à nous guérir. Quand je suis avec mes groupes à Sataya, je vois bien que les dauphins vont toujours en priorité vers les femmes enceintes et vers les gens qui sont en difficulté ou en souffrance. J'avais en novembre dernier une femme de 82 ans avec de grandes difficultés à marcher, dans l'eau, à difficulté à palmer. Donc elle se déplaçait très lentement. Les dauphins venaient en priorité autour d'elle. Donc ils sont très touchants dans la manière dont ils nous approchent. S'ils ne nous sentent pas, ils ne viennent pas. S'ils ne veulent pas, ils ne viennent pas. Voilà, alors c'est là où je voulais en venir à cette question. J'avais été faire un tour sur l'île de Madère, où il y a aussi des dauphins sauvages, hein, bien évidemment. Et on nous mettait en garde que les dauphins, c'était leur milieu naturel, qu'il fallait respecter une certaine distance, l'être humain n'avait pas à plonger pour vouloir rechercher leur contact, que dès le moment où l'être humain a tendance à mettre un pied quelque part, c'est pour tout bousiller. Donc qu'il y avait une certaine forme de respect à avoir, et que si jamais ils devaient venir, ils venaient, mais qu'il fallait pas les toucher, etc. Donc au regard de ce que je viens de dire, Jean-Guy, quelle est ton approche dans les groupes que tu animes sur place vis-à-vis d'eux, pour le coup? Je vais te paraphraser parce que c'est vrai effectivement ça que j'essaye d'apporter, en tout cas de transmettre et de partager avec les groupes qui viennent avec moi. C'est-à-dire que il y a à s'interroger sur la façon dont on veut rencontrer les dauphins. Est-ce qu'on est dans le vouloir? Je veux rencontrer, je veux lui attraper la nageoire dorsale, je veux me faire traîner par lui comme Jacques Mayol. Non, c'est pas mon approche. Et c'est très intéressant de travailler sur cette question et de dire, voilà, est-ce que je peux pas faire autrement et me mettre dans cet état d'esprit, dans cette vibration qui dirait je rends la rencontre possible. Donc là, on parle d'ouverture de cœur et de dire, ok, je vais créer un pod d'humains, un groupe d'humains, je vais nager dans ce lagon, et peut-être que le groupe de dauphins, le pod de dauphins qui est là-bas, va venir par curiosité me voir et échanger avec moi. Et c'est ce qui se produit. On peut s'interroger sur les diverses manières de rencontrer les dauphins. On le voit bien sur ce lagon. Il est connu. Il y a une activité maritime touristique intense sur ce lagon. Donc, on s'interroge aussi, et ça c'est l'opportunité aussi, de s'interroger sur est-ce que je fais, dans quelle conscience je suis quand je vais voir les dauphins. Est-ce que je veux participer à ces groupes qui sautent sur les dauphins et je veux les toucher ou pas? Est-ce que je me mets dans le camp des gentils ou des méchants? Comment je me positionne moi? Et tout le travail que nous faisons sur le pont va dans ce sens, à s'interroger. C'est qu'est-ce que je suis dans la rencontre? Tu nous avais fait mention, Jean-Guy, de l'apnée. Alors c'est aussi intéressant, tu t'en sers comme outil de connaissance de soi en association avec potentiellement les dauphins, mais c'est peut-être pas une obligation, puisque tu reçois sur Paris. Est-ce que ça t'arrive de faire des séances en piscine? Je sais qu'il y a des piscines où on peut descendre en apnée. Alors comment est-ce que tu abordes ce domaine-là? Et pourquoi c'est si important pour toi? En fait, l'histoire, c'est que c'est l'apnée qui m'a amené à la thérapie, en fait. Puisqu'au cours de ce deuxième voyage que j'ai fait à Bali, je me suis formé à l'apnée et je suis devenu instructeur d'apnée. Et c'est au cours de cette formation que je me suis rendu compte à quel point l'apnée était un moyen de libération émotionnelle, un moyen de travailler son relâchement, sa relaxation, puisque la performance impose qu'on soit relâché dans l'eau, et dans le corps, et dans l'esprit. Et j'ai vécu moi-même des moments de libération très importants dans l'eau, bien qu'ayant été pris dans la course à la profondeur, je suis à 10 mètres, je veux aller à 20, puis 20, je veux aller à 30, etc. Mais je voyais bien que quand j'essayais de passer ces dizaines, je bloquais. Il y a un truc, je me souviens, à 30 mètres, j'ai passé 10 jours à faire 29,90, je déconne pas. Et quand j'arrive à passer, je sens que mon niveau de relâchement et de relaxation est beaucoup plus important et que j'ai laissé quelque chose au fond, j'ai laissé quelque chose dans l'eau.
Et ça s'est passé plusieurs fois et de manière très intense. Donc quand je reviens de Bali avec cette découverte, je comprends que je ne vais pas instruire l'apnée aux touristes, si j'ose m'exprimer ainsi, mais que je veux utiliser l'apnée comme un outil thérapeutique. Le cas des apnéistes de haut niveau m'intéressait parce qu'ils vivent chacun d'entre eux des petits blocages à un certain degré, et aux profondeurs où ils vont, c'est important de travailler sur le relâchement de manière très profonde. Et l'apnée en elle-même, j'ai trouvé ça insuffisant, et j'ai éprouvé le besoin d'aller chercher d'autres outils qui allaient pouvoir induire ou faciliter le relâchement dans l'eau au sec. Et c'est pour ça que donc je m'étais déjà formé au bol tibétain à Bali, donc le travail dans la vibration sur le corps déjà. Et puis je suis rentré dans tout le travail qui est rendu possible par les processus d'Access Consciousness, et notamment les bars. Et puis je suis allé au massage, d'abord ayurvédique, puis intuitif, et puis dans le sensitive Gestalt Massage, en tout cas anciennement appelé ainsi, qui s'appelle Gestalt Massage tout court maintenant, et qui est complètement dans l'esprit de ce que je propose. Puisque le travail de la conscience corporelle, de la libération émotionnelle par le corps, est complètement en résonance avec le langage non verbal qui s'échange avec le dauphin dans l'eau. C'est totalement complémentaire. Et plus j'avance, plus ça devient une évidence. Donc, pour répondre à ta question, c'est est-ce que j'organise des stages ou du travail en piscine en région parisienne? Ma réponse est non. Je préfère travailler en Égypte toujours, mais à Dahab cette fois-ci, dans un contexte plus naturel. Il y a un très très beau site à Dahab, il y a un Blue Hole à Dahab qui est très beau. Donc les dauphins là n'interviennent pas là? Là, les dauphins n'interviennent pas, mais on travaille à la fois la libération dans l'eau, la libération dans l'eau. On essaye de résoudre pour certains leur phobie de l'eau, et puis tout le travail de conscience corporelle qui s'effectue en parallèle. Alors j'aimerais que tu puisses nous dire, parce que bon nombre de personnes ne connaissent pas la méthode d'Access Bar, pour enchaîner par la suite sur la Gestalt Massage, parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est tout ce qui a trait à l'inconscient qui se trouve être dans le corps, qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas selon les blocages qu'il y a, puisque tu parles de trouver une certaine détente en soi, oui, qui peut s'opérer à travers l'apnée, et chose que tu as approfondie avec l'Access Bar. Alors, pour reprendre ces différents outils, parce que pour le coup, autant tu proposes de faire ces sorties et ces découvertes de soi avec les dauphins ou avec l'apnée, donc bien distinctes l'un et l'autre, autant tu peux accueillir les personnes sur Paris. Et il s'agit là pour le coup de pouvoir parler à ce corps et à son inconscient, oui, et de libérer certaines parts comme ça, moi ce que j'appellerais les angles morts. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Access Bar dans un premier temps? Qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas? On pourrait résumer Access Bars à un processus psycho-énergétique crânien. En fait, c'est une succession de touchés sur des points précis de la tête, 32 points au total, que la personne qui reçoit les bars va avoir en séquence pendant une séance qui dure 1 heure, pour parler extrêmement concrètement. Alors pourquoi bars? En fait, quand j'essaye de me soulager d'un mal de tête, naturellement, on vient poser ses 2 doigts autour des tempes, et on ne pose pas un seul doigt. Et en fait, c'est ce qu'explique le créateur des bars, Gary Douglas. Le fait de poser 2 doigts crée une polarité qui active une barre électromagnétique et qui permet à l'inconscient de libérer des mémoires, des points de vue, des émotions que l'inconscient considère pertinent de libérer maintenant. Voilà, ça c'est aussi important. Oui. Le fruit tombe quand il est mûr. Grosso modo, pas avant. C'est ça. Mais ce qui est très intéressant avec les bars, c'est que moi qui les donne, la personne qui les reçoit ne sait pas ce qui se passe. Là, on est vraiment c'est une invitation au lâcher-prise et de simplement de constater de la manière dont ça opère. Enfin, en tout cas, ses effets.
Et ma pratique et mon expérience, et il y a des sites internet gigantesques qui racontent toutes les histoires bénéfiques que produisent les bars, et on voit à quel point cet outil peut libérer sur tous les plans, à la fois physique, émotionnel, c'est vraiment un bel outil. Pourquoi uniquement sur la tête et pas ailleurs sur le corps? Parce que c'est comme ça, je sais pas. En fait, l'histoire des bars, c'est un outil qui a été reçu ou canalisé par Gary Douglas dans les années 90 aux États-Unis, et qui a été le point de départ, l'outil qui a fondé Access Consciousness. Et en fait, Gary Douglas l'a reçu alors qu'il lui était demandé, lui qui était médium à cette époque, et qui l'est toujours d'ailleurs, c'était un chiropracteur qui enseignait à un groupe d'élèves et qui demandait à Gary Douglas de leur indiquer comment il fallait faire. Où est-ce qu'il fallait qu'ils mettent leurs mains, et pourquoi, et à quel endroit. Super. Et il reçoit les bars, et il leur dit voilà, on fait les bars. Et c'est un outil vraiment très étonnant. Est-ce que, alors, puisque tu parles d'Internet et de différents exemples, témoignages qui pourraient nous montrer ce qui peut se passer, en tout cas au travers de ta pratique, Oui. Quel retour tu as pu avoir? Parce que c'est toujours... A posteriori. Ah oui. Donc, forcément, il faut que tu aies un retour des personnes que tu... Alors, d'ailleurs, je ne sais même pas que tu le fais une seule fois, on peut le faire plusieurs fois. Est-ce que, je ne sais pas, imaginons que je veux le faire, je ne sais pas, 4 fois dans le mois, est-ce que ça servira à quelque chose? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Puisque tu viens de nous dire que c'est l'inconscient qui décide, donc il peut peut-être ne rien se passer, je ne sais pas. Je t'envoie ça comme ça, de but en blanc. Okay. Donc, à toi de nous dire... Qu'est-ce que tu as pu observer concrètement, peut-être des désillusions de certains, et des fois des peut-être miracles, j'emploie ce mot-là, j'en sais rien. Ça peut en effet être assez miraculeux. Un des mottos, une des phrases d'accroche d'Access Consciousness, c'est quand vous recevez une séance de bars, au pire, vous allez vous ressortir des bars comme après un très bon massage, et au mieux, ça va changer votre vie. Moi, je peux témoigner pour moi déjà que ça a changé ma vie. Mais on peut regarder, on va dire, notre passé émotionnel comme un système géologique sédimenté. Et tous nos traumas se sont empilés les uns par-dessus les autres, etc. Et donc, quand je dis c'est notre inconscient qui décide, c'est je peux venir à une séance de bars avec une intention, c'est-à-dire... Par exemple, je veux régler moi un problème relationnel que j'ai avec ma mère ou un problème physique, mais l'inconscient peut décider qu'avant de travailler ce problème émotionnel particulier, je vais avoir besoin d'enlever les couches supérieures pour pouvoir accès à la couche qui est inférieure. Et dans le protocole Access Bars, il y a une phrase que nous disons où on va dans les dimensions, et ça correspond complètement à cette image des strates géologiques. Donc moi, je peux citer l'exemple d'une amie qui allait venir sur mon bateau voir les dauphins. Et 3 mois avant le départ, elle me dit, tu sais Jean-Guy, je suis très très susceptible au mal des transports. En gros, je vais vomir pendant toute la semaine. Genre de personne qui, sur une péniche amarrée au bord de la Seine à Paris, se sent très mal. Ah oui, d'accord. Non, donc très très sensible. Atteinte, ouais, sensible. Ouais. Et elle me dit, mais est-ce qu'une séance de bars pourrait faire quelque chose? Je dis, oui, peut-être, essayons. Et 1 mois avant, nous faisons une séance, une seule et unique séance. Et nous avons eu le plaisir de l'avoir complètement libérée de cette problématique durant le voyage, et dans une mer, je peux te dire, très démontée. Donc, pour continuer et finir de répondre à ta question, moi, j'invite les personnes à se connecter à leur ressenti et de constater est-ce que je ressens le besoin de faire une autre séance ou non. Mais selon ce principe qui consiste à dire qu'on est dans ces strates, plusieurs séances sont peut-être préférables parce que je vais peler l'oignon petit à petit, doucement, et je vais peut-être atteindre ce que je veux véritablement, ce dont véritablement je veux me libérer. Alors,
Je connaissais pour ma part la Gestalt thérapie, qui est une thérapie que je qualifierais de transpersonnelle. Donc vraiment une thérapie dite holistique de l'être, avec une approche d'autres psychologique. Mais je n'avais pas connaissance que la Gestalt pouvait être entreaperçue, si je puis dire, à travers la vision du massage. Est-ce que tu peux nous expliquer là aussi pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers cette pratique, cette technique? Parce que je le rappellerai, tu as fait de la kinésiologie. Toi, en tant que patient, si on peut dire, tu aurais pu utiliser aussi toutes sortes de pratiques, de techniques. Tu le disais toi-même, tu as été à Bali, tu as eu l'occasion d'expérimenter des différentes choses. Donc pourquoi cette pratique-là t'a à ce point-là touché pour que tu souhaites t'y former et la donner aujourd'hui? Sans doute parce que j'en avais en premier lieu besoin moi-même. J'ai ressenti besoin à un moment donné de me reconnecter à mon ressenti de manière plus profonde, plus précise, de me remettre dans mon corps complètement, quoi. Et de me mettre en accord avec lui pour des tas de raisons. Mais si on regarde la Gestalt, moi, son principe général me convient très bien parce qu'il est complètement en accord avec cette idée de facilitateur de mieux-être. Puisque, comme tu viens de le dire, la Gestalt s'occupe de la personne dans sa globalité, pas seulement dans sa globalité corps-esprit, mais aussi je suis une personne prise dans mon environnement avec lequel je suis en interaction constante. Donc il y a cette idée d'abord en Gestalt de je m'occupe de cette personne là où elle est, ici et maintenant. C'est-à-dire que Gestalt, qui est ce mot allemand pratiquement intraduisible, on peut dire qu'il s'agirait d'une forme, et cette forme, c'est cette forme qui vient au net dans la masse floue de ma conscience. Donc ce qui est là pour toi, là maintenant, c'est de ça dont on s'occupe quand on est dans un travail gestaltiste, qui est effectivement une thérapie humaniste, et pas du tout analytique. Et puis la Gestalt, tu peux la regarder aussi comme un cycle respectueux de l'humain, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans ma séance, je respecte ce cycle qui commence par un pré-contact, une discussion, c'est-à-dire où est-ce que tu en es, de quoi tu as besoin, un engagement, un plein contact, donc le massage lui-même, un désengagement et un temps de réparation. C'est-à-dire que le Gestalt massage est un travail en collaboration. Moi, en tant que thérapeute, ça me rend très confortable, parce que ça me sort complètement de mon désir de sauver et de ma toute-puissance. Je suis en co-création du massage avec la personne qui est invitée à dire son besoin et à dire sa limite. C'est-à-dire que c'est présenté comme un massage bien-être en premier lieu à l'huile, mais tu peux le recevoir complètement habillé, si tu n'es pas OK pour enlever tes vêtements. Et c'est OK pour moi, et je peux donner un massage dans ces conditions. Et c'est un travail progressif. Donc il y a cet aspect bien-être, et puis cet aspect travail psychocorporel. Donc on vient toucher le corps à des endroits où sont engrammées des mémoires. Je peux mettre ma main à un endroit sur une personne, et ça va réveiller une émotion, et moi je suis là pour l'accompagner. Et c'est de permettre à cette personne de vivre cette émotion qui va lui permettre de s'en libérer. Donc c'est un peu cet esprit-là et le travail du Gestalt massage qui m'a séduit. Et puis c'est une invitation à aller dans sa vulnérabilité. Se mettre nu sur une table, puisque c'est l'invitation, c'est pas un truc totalement évident. Non. Et moi, dans ma pratique, je rencontre tellement de femmes qui ont été abusées à divers degrés, et que moi, en tant qu'homme, d'être en mesure de proposer une réconciliation progressive avec le masculin par mon intermédiaire, c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup d'attention et de délicatesse. C'est très difficile pour tellement de gens et de personnes qui sont si mal dans leur corps. Et notre corps, c'est notre avatar qui nous permet de fonctionner dans cette vie de matière. Hein. Donc il faut le regarder, le respecter et s'en occuper, je pense.
Pourquoi la Gestalt? Je reviens sur cette question parce que tu as eu l'occasion, tu nous l'as dit, d'expérimenter le massage ayurvédique, le massage intuitif, la kinésiologie aussi, donc qu'on pourrait qualifier peut-être aussi d'acupression. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que sur, par exemple, ton site internet, on voit que tu as bien spécifié une Gestalt massage. Oui. Et tu n'as pas fait mention des autres pratiques que tu as eu l'occasion d'expérimenter, que tu as pratiquées, auxquelles tu t'es formé. Oui. Donc, pourquoi avoir choisi celle-ci spécifiquement sans nommer les autres? Et je ne sais même pas si tu les utilises encore aujourd'hui. Si, j'utilise absolument toutes mes techniques, mais le Gestalt massage, c'est ma structure. Je rappelle que c'est une formation longue, hein, ça a duré 2 ans pour moi, et c'est un massage qui est extrêmement codifié et précis, et il est nourri de théorie, et il y a un énorme travail sur la posture du thérapeute. Moi, quand j'ai fait mes modules en massage ayurvédique, c'était des stages de 4 jours. Est-ce que je suis thérapeute au bout de 4 jours? Pour ma part, j'en suis pas sûr. Non. Est-ce que je sais accompagner quelqu'un qui est en train de se libérer émotionnellement avec cette formation de 4 jours? Je ne suis pas sûr non plus. Donc moi, j'avais besoin d'une méthode extrêmement structurée, précise, nourrie, fondée sur l'expérience et s'appuyant sur une technique thérapeutique qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Et dans ce champ de la prise en compte de la personne dans sa globalité. Et pourquoi le Gestalt massage? Parce que, encore une fois, c'est encore un truc qui est venu à moi par l'opération du Saint-Esprit, si j'ose dire. C'est un jour, je suis avec une amie qui est un petit peu connectée et pendant 2 mois, je crois, elle n'a pas arrêté. Mais Jean-Guy, il faut que tu fasses de la Gestalt. Jean-Guy, il faut que tu fasses de la Gestalt. Tu te formes à ça. Et je fais Google, Gestalt, qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, 5 ans de formation de Gestalt thérapeute, non, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Mais par contre, je tombe sur Gestalt massage 2 ans. Ah ça, oui, je veux. D'accord. Donc c'est les circonstances qui m'emmènent au Gestalt massage, mais encore une fois, c'est en correspondance à ce dans quoi je me suis lancé après l'apnée. C'est-à-dire c'est encore un nouvel outil qui me paraît complètement pertinent pour compléter le thérapeutique que je peux faire dans l'eau. Et j'en ai besoin moi-même, donc tout va bien, on le fait. Ce que j'entends à travers ce que tu nous dis, c'est vraiment au regard de la symbolique de l'eau, hein, et de cet inconscient, forcément. C'est que ça soit la Gestalt massage ou l'Access Bar, ce que tu es en train de nous dire, c'est que de toute façon, une personne peut émettre un souhait ou une intention de pouvoir traiter tel ou tel sujet, mais l'accès au corps, lui, pourra nous dire que peut-être que là, c'est pas le moment, que la libération ne peut pas se faire tout de suite. Il y a d'autres choses, d'autres strates dont tu parlais, qui sont à faire avant. Donc ça peut être, je suis même pas sûr que tu sois capable de dire, bon tiens, il faudra 2, 3, 4, 5, 6 massages ou que sais-je. Au même titre que finalement, de ce que j'entends moi de tes propos, c'est que venir sans attente est peut-être la meilleure des choses. Au regard, au final, est-ce que, en même temps que j'exprime ça se dessine dans mon esprit, est-ce qu'on peut dire que ce que tu proposes est idéal pour aider une personne à accoucher d'elle-même sans qu'elle ait d'attention, d'attente particulière? C'est une sorte de facilitateur, un accoucheur, j'aime bien, ouais, une sorte de facilitateur à faire en sorte que la personne puisse prendre conscience de ce que le corps libère petit à petit, sans pour autant que cette dernière ait exprimé, voilà, je veux traiter telle ou telle chose. Est-ce que tu peux avoir est-ce que tu peux agir par rapport à une demande spécifique?
Une demande à un niveau émotionnel, oui, parce que la personne me donne une piste, donc on peut travailler là-dessus. Après, ce que le corps va dire va peut-être être en décalage avec le désir de cette personne. C'est à cette personne d'accepter le message que son corps est en train de lui délivrer. Le massage tel qu'il est envisagé dans le Gestalt massage peut être une excellente aide en complément d'une thérapie verbale qui a trouvé sa limite. C'est-à-dire que tout d'un coup, le corps va avoir un langage et un message qui va permettre de débloquer quelque chose, une situation. Et moi, mon travail, c'est de mettre des mots sur ce ressenti. C'est où est-ce que ça se connecte. Parce que pour moi, la libération n'est possible qu'à partir du moment où elle est conscientisée à la fois dans le corps et dans l'esprit. Et ça, je l'ai vraiment vécu en moi pendant ma formation d'apnée. Et je le vois dans ma pratique aujourd'hui. Donc, oui, je peux avoir quelqu'un qui peut venir, voilà, mon ventre, c'est toujours dur, c'est difficile, je sens qu'il y a quelque chose, mais sans savoir de mettre de mots là-dessus. Donc, il y a un travail d'exploration à faire ensemble. Et encore une fois, c'est un travail de co-création, mais c'est une enquête à deux. C'est-à-dire, moi je ressens ça, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Est-ce que ça résonne en toi? Et on pourra constater ou voir ou témoigner d'une émotion qui naît. Et il y a une chaîne qui va se déclencher et on va peut-être aller à la source de la problématique qui est posée. Ouais. Les bols tibétains, parce que là aussi tu t'es formé. Oui. C'est assez intéressant. J'ai rarement entendu dire qu'il existait des formations pour faire sonner, chanter les bols tibétains. Dans quelle mesure est-ce que tu les utilises peut-être en complément de ce dont on vient de parler? Les bols tibétains, le travail avec le son et la vibration est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que c'est très doux et très profond. Qu'est-ce que provoque un bol tibétain? Alors, un bol tibétain, c'est un son qu'on peut qualifier de pur ou de sacré. Nous sommes nous-mêmes des êtres de vibration. Hein. Nous sommes faits à 99% de vide, on est tous d'accord là-dessus, et nous vibrons. La question de comment on reste en cohésion est un autre sujet. Mais quand je fais sonner un bol tibétain sur ton corps, c'est une invitation pour ton corps, et particulièrement tes centres énergétiques, à venir s'accorder avec cette fréquence. Donc si le chakra ou le centre énergétique est en désaccord, il y a un processus de nettoyage qui va s'opérer, puis un travail d'énergétisation du chakra en question. On peut complètement avoir l'image du caillou qu'on va jeter dans un plan d'eau, et de ces cercles concentriques, l'onde qui va se propager pratiquement indéfiniment jusqu'aux rives. Et c'est vrai, et le son se propage de cette même manière. Donc ça vient au très fond de nos cellules, au très fond de nos molécules. Et là aussi, tu vois, j'utilise le mot se mettre en accord, c'est ça, c'est s'accorder à cet instrument. C'est s'accorder nous-mêmes, c'est ça l'invitation avec les bols. Comme un instrument de musique. Exactement. Donc oui, je l'utilise en complément dans les massages, ouais. Je trouve ça très intéressant. Et avec les procédés que j'utilise, on peut faire des montages intuitifs avec plusieurs bols et de vraiment de dégager ou de refaire circuler l'énergie. C'est bol tibétain classique ou cristal? Alors, il est même pas tibétain. Enfin, c'est un bol tibétain. Moi, j'utilise des bols tibétains fabriqués à Bali. Parce que mon formateur les fabriquait là-bas dans des conditions extrêmement particulières. Et c'est très intéressant au fur et à mesure du travail avec ces bols qui deviennent... ils sont à moi, hein, ces bols. Ils sont à personne d'autre. On voit comment le son devient un indicateur du niveau vibratoire d'un centre énergétique ou pas. C'est très joli, ouais. Mais ces bols ont été fabriqués selon la tradition tibétaine, mais à Bali. Voilà, pour ceux que j'utilise. Tu continues aujourd'hui à vouloir défricher certaines parties en toi.
tu as été amené à rencontrer, je ne sais pas combien de fois, tantôt Christophe Alain, tantôt Franck Lobvé. Oui. Qu'est-ce qui t'a interpellé chez ces deux personnes, parce qu'ils sont différents dans leur approche, et dans quelle mesure tu t'es immergé dans ce qu'ils proposent? Qu'est-ce que ça t'a appris de toi-même? Moi, la rencontre avec Franck Lobvé, ça a été un choc. Ça s'est produit sur Internet. Et j'ai été complètement sidéré du discours de ce mec, quoi, qui nous sortait complètement du New Age. Et il le crie, il le dit avec beaucoup de véhémence et beaucoup de talent. Et tout d'un coup, il m'a nettoyé de tout un tas de scories, de croyances un peu mièvres, je dirais. Ouais, c'est ça. Il m'a nettoyé. Il m'a replacé dans ma responsabilité, je dirais. Et j'aime beaucoup le garçon. J'aime beaucoup sa façon, son discours. J'aime beaucoup sa théorie. J'ai fait 2 stages avec lui. Immersion. J'ai fait un plongeon, mais ancienne version, 48 heures. C'est marrant, parce qu'on reste toujours dans la même thématique. Voilà, un plongeon. Ouais, ça aussi, c'était un truc qui me connectait à lui, parce que la vague, le plongeon, l'immersion, c'était assez dans mon univers. Après, sur Franck, je trouve je le trouve un peu brutal, parfois. Moi, il a été très brutal avec moi, je dois dire. Sans doute, a posteriori, maintenant, cette séance que j'ai eue avec lui m'a été utile, mais il a une façon de se positionner dans le groupe avec laquelle je ne suis pas complètement d'accord. Christophe Alain, c'est autre chose, il est il est moins précis dans sa théorie, mais ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il nous met dans notre responsabilité. Franck Lobvé nourrit beaucoup notre mental. Alors que Christophe Alain est assez en retenue là-dessus, il dit voilà, je t'ai fait des trucs, démerde-toi. Et ça, je trouve ça super parce que ça te met en face de toi, quoi. Ouais. J'aime beaucoup travailler avec Christophe et Karine Alain. Lorsqu'on aborde ces deux clairvoyants, si on peut dire, qu'est-ce que ça t'amène sur toi, là où tu en es aujourd'hui, sur ton travail, sur ce que ça t'a renvoyé de ton travail de passer entre leurs mains, si je peux dire. Oui. Qu'est-ce que ça te renvoie de toi-même aujourd'hui sur donc la manière dont tu abordes ton travail? Moi, je sors d'un stage avec Christophe et Karine. Là, ça fait 2 mois. Donc, il avait lieu... oui, ça fait 2 mois. J'ai été soudain, je me constate, je m'observe beaucoup plus serein, moins dans le contrôle, plus dans le laisser-faire. Alors, lâcher prise, c'est un mot que j'aime pas trop, mais le laisser être ou le laisser faire, c'est des mots qui me conviennent plus. Donc, pour résumer très rapidement, ils m'ont bien calmé, oui. Mais rassuré, sérénité et la joie qui va avec. Tu avais l'air de nous dire donc tout à l'heure, en tout cas pour ce qui est de faire ces voyages en mer Rouge, qu'il y avait plus souvent des femmes que des hommes. Oui. Est-ce que dans la pratique des massages, Gestalt, Access Bar, est-ce que ça reste là aussi un grand pourcentage de femmes? Est-ce que les 50-50, c'est ta proportion de hommes-femmes? Non, on n'est pas du tout dans cette proportion-là. Pour moi, on est au mieux à 20-80. D'accord. Moi, dans les stages de massage, c'était au max 30%. Très rarement à 50-50. Très rarement. Moyenne 30%. Sur les bateaux, 80% de femmes. Ah, d'accord. Donc même dans le cadre des massages. Qu'est-ce qu'il en est d'une séance? Ça dure quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Une séance Gestalt Massage, c'est 1 heure et demie. Une séance de bar, c'est un peu moins, 1 heure et quart. Parce que est-ce que tu as des contre-indications? Et quand je dis contre-indications, j'entends par là que tu proposes sur ton site, on voit massage pré et post-natal. Oui.
Donc ça, c'est une chose. Est-ce à dire que tout à chacun peut recevoir une Gestalt massage ou Access Bar? Je pense notamment aux enfants, aux ados. Dans quelle mesure est-ce que peut-être ça peut pas forcément être le mieux reçu possible par des femmes qui sont enceintes? Je sais pas, exemple avec l'Access Bar. Bref, je sais pas. Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport aux pratiques ou pas? Oui, il y a des contre-indications, bien sûr. Si je prends le massage latéral, donc il s'adresse en particulier aux femmes enceintes, mais pas seulement. Je ne le pratique pas avant la fin des 3 premiers mois de grossesse et pas après le 7e. D'accord. Pour quelle raison? Parce que il y a risque d'interférer ou de créer un déclenchement ou et cette responsabilité, je comprends. Je ne peux absolument pas la prendre. Et sur des femmes qui ont des grossesses un petit peu délicates, j'ai besoin de l'accord de l'obstétricien ou de la sage-femme qui suit la femme en question. D'accord. Est-ce que ça serait des contre-indications de venir te voir par rapport à certaines pathologies? Oui, il y en a. Il y a tous les problèmes d'allergie, alors qui divers et variés. Il y a tous les problèmes de tout ce qui est douleur, de fracture, etc. Sur des points. Alors ça, c'est pas une contre-indication totale ou complète, mais c'est des zones sur lesquelles on va faire attention. Les personnes qui ont des problèmes de retour veineux assez importants, on va être extrêmement attentionné et vigilant sur les pressions qu'on donne. Et puis les gens avec des problèmes psychiatriques, là il me faut l'accord des médecins traitants pour pouvoir les suivre. D'accord, donc c'est autant de questions que tu poses quand quelqu'un vient te voir. Bien sûr, il y a une anamnèse avant le massage, très ouais. sérieuse et très complète. Oui. D'accord. Alors, ce sera peut-être ma dernière question parce que c'est déjà la fin de l'émission, Jean-Guy. Massage pré et post-natal, à quelle fin? Eh bien, nous avons une femme dont le corps se transforme assez radicalement, il faut le dire. Et donc la conscience du corps est complètement perturbée. Donc ce massage, c'est une proposition d'accompagnement de la transformation de ce corps, d'une part. C'est aussi de mettre en contact cette future maman avec son bébé et de bien être dans un travail global et globalisant. C'est-à-dire que le bien-être que cette femme vient chercher en venant se faire masser avec moi, il est transmis au bébé. Et ce qui est absolument délicieux dans ce processus, c'est que le papa est invité. C'est-à-dire que je peux former le papa à une version simplifiée du massage. Et qu'ensuite, lors de la deuxième transformation, c'est après l'accouchement, que cette femme revienne pour elle-même, c'est-à-dire absorber le choc de cet allègement très soudain, et qui est source de blues, le baby blues, qui est très connu, et donc de l'aider à revenir dans son corps de femme, et puis de l'inviter à masser son propre bébé. Parce que là, on est vraiment dans un contexte où, tu seras sans doute d'accord avec moi, où le toucher est extrêmement déficitaire dans nos sociétés occidentales. Et on voit à quel point le toucher, quand il est réintroduit au quotidien, est générateur de développement, d'apaisement, de sérénité, qui recrée du lien. On voit à quel point les enfants qui n'ont pas été touchés se développent. C'est catastrophique. Ouais, il y a un livre très très bien de Ashley Montagu à lire à ce sujet. J'invite toutes les futures mamans à le lire parce que ça s'appelle La peau et le toucher. C'est absolument fondamental de revenir prendre l'habitude de se toucher les uns les autres. Access Bar aussi fait un petit peu ça, de manière plus distante, enfin plus délicate, je dirais. Mais tout ça procède de revenir dans nos corps. Je note, encore une fois, puisqu'on parle de ce massage pré et post-natal, de ce passage entre les mondes, notamment aquatique, à l'air libre, et de voir comment toute ta vie, il y avait cette
cette polarité entre l'eau et l'air, et de ces allers-retours continuels pour lesquels tu as œuvré, consciemment ou inconsciemment. Oui. Et de celui que tu es aujourd'hui qui aide à passer de l'un à l'autre avec tes mains. Pour aider tous ceux et celles qui le souhaitent à accoucher d'eux-mêmes. Oui, oui, oui. C'est facilitateur. Ouais, je te vois comme un accoucheur. C'est vraiment. Hein, et je me demande même par rapport à ça, tu vois, quand on parle des dauphins, je me demande même si tu viens pas de ce monde-là, et venir dans ce corps d'être humain pour être ce facilitateur, cet accoucheur. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, l'histoire et ma généalogie m'a fait un joli clin d'œil, parce qu'il se trouve que je porte une chevalière, que cette chevalière sont gravées les armoiries de ma famille, et sur cette chevalière sont gravés 3 dauphins. C'est quand même pas mal. Donc j'ai un blason qui se définit de la manière suivante: d'azur, un chevron d'or, 3 dauphins de même, les 2 du chef adossés. D'azur, qui est la couleur du ciel et de la mer, les dauphins étant les êtres du monde, du l'air et de l'eau aussi. Il y a le chevron qui indique le chemin de l'homme, la pointe vers le haut, donc de la terre vers le ciel, et j'ai les 3 dauphins qui sont les porteurs de bonnes nouvelles, des catalyseurs de guérison, des aides de jeu et de joie. Donc ça, je l'aime bien, ma chevalière, et pas pour des raisons... on va dire, vieille France. Oui, je comprends tout à fait. Non, mais c'est magique de voir à quel point tout est là. Ouais. Il suffit de voir, d'observer, d'être attentif à ce qui nous entoure. Un grand merci pour être venu dans le cadre de cette émission, te livrer comme tu l'as fait. J'espère que vous avez été touchés par, déjà d'une part, son témoignage, envers lequel, je pense, bon nombre d'entre vous peut se reconnaître, et vous encourager encore une fois. Si vous vous sentez perdu, si vous êtes en dépression, surtout gardez la foi, le cap. Tout se trouve déjà là. Sortez de votre misérabilisme peut-être pour observer, parce que les signes, les personnes, les aides ne demandent qu'à être servis sur un plateau. Moi, c'est ce que je peux constater avec tous ces gens qui viennent me voir. Donc déjà, un grand merci pour ce témoignage. Merci à toi. Un grand merci pour nous avoir ouvert la porte de ce monde de l'eau et de l'air, des dauphins. Et voilà, bonne continuation à vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez. Je vous rappelle encore une fois que vous aurez toutes les informations nécessaires sur l'article qui est consacré à Jean-Guy de la Casinière. Donc le lien se trouve sous la vidéo. Je vous rappelle son site internet www.ovoia.com, ovoia.com. Jean, donc un grand merci. Je peux te souhaiter, je sais pas, de bon vent sur certaines latitudes. Et puis un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, une participation, si vous aimez nos émissions, une participation financière, j'entends, elle sera le bienvenu. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo si elle vous a plu. Portez-vous bien, à la prochaine.